On se rend pas compte, nous occidentaux, de la valeur d'une graine, de ce que peut être la graine dans des pays où il n'y a plus accès en fait à ces graines-là. Semences sans frontières vient tenter d'équilibrer ça. Le grand virage de l'agriculture, ça a été le moment où on a séparé la production de la reproduction. Manger, c'est un acte agricole. Chaque acte agricole peut aller soit dans le sens de l'écologie, soit dans le sens de la destruction des écosystèmes. S'il y a quelque chose d'autre à planter, c'est de la conscience et de la vision. Ce qu'il faut, selon moi, c'est vraiment recréer de la solidarité, quelles que soient les méthodes de culture. Chaque arbre, chaque fleur, chaque animal constitue la mosaïque de vie qui crée la richesse et la beauté de notre monde. Toutes ces formes du vivant sont interconnectées et essentielles à notre existence. Depuis environ 12 000 ans, l'homme cultive la terre et sélectionne les graines pour les replanter d'année en année. Mais aujourd'hui, cette richesse offerte par la nature, associée à ce savoir ancestral, est menacée. En 2020, nous avons commencé à cultiver notre tout premier potager. Et rapidement, nous nous sommes confrontés au choix entre des graines reproductibles et des graines non reproductibles, connues sous le nom d'hybride F1. Mais comment des graines pourraient ne pas être reproductibles alors que la nature assure depuis toujours cette continuité de la vie végétale? En essayant de comprendre les différences entre ces graines, nous avons pris conscience de l'enjeu qui se cache derrière ce complexe sujet. Mais au milieu de ce constat inquiétant, il existe des îlots d'espoir. C'est le cas de Cocopelli, une association qui milite pour la préservation des semences libres et reproductibles. Nous sommes allés à la rencontre de son président, Ananda Guillet, afin d'en apprendre un peu plus et de découvrir l'homme derrière cet engagement. Il nous a partagé ses questionnements, mais aussi les nombreuses réussites de l'association, fruit de plus de 25 années d'initiatives inspirantes. Cocopelli, c'est une association qui a été créée en 1999 avec pour objectif de préserver la biodiversité cultivée et de défendre le droit des jardiniers amateurs, des maraîchers et des agriculteurs. On parle beaucoup de Cocopelli, mais on parle pas du avant Cocopelli, de tout ce qui a amené cette histoire familiale, parce que clairement c'est une histoire familiale, à ce qui est aujourd'hui Cocopelli. Le début de l'aventure, c'est en 86. Dominique et Sophie, mes parents, ont eu à cœur de promouvoir les médecines traditionnelles, les médecines douces, et de partir en fait sur le sujet des plantes médicinales. Les plantes médicinales, c'est vraiment le métier de cœur, l'inspiration de cœur, et ensuite les plantes potagères. L'alimentation, c'est ce qui est logique de faire pour prendre soin dans la globalité. Et évidemment, l'alimentation doit être la première source de guérison. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est au-delà de la pollution extérieure, du tabac, de l'alcool, de tout ce qu'on veut, en fait, des facteurs extérieurs, la première source quand même de mal-être, psychique ou physique, c'est ce qu'on ingère. On est obsessionnel par la quantité, on est obsessionnel par produire plus, par avoir des circuits de distribution les plus léchés possibles, etc. Et on a complètement oublié en un poil plus d'un siècle d'industrialisation de l'agriculture que ce qu'on produit, parce qu'il faudrait qu'on produise, c'est des nutriments, quoi. Pas simplement de la matière, des nutriments, des vitamines, des acides aminés, des protéines, etc. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait vivre. En partant de ce constat-là, il s'est dit, mais en fait, il ne faut pas travailler uniquement sur les plantes médicinales. Il faut travailler sur ce que les gens consomment tous les jours. Et donc, manger, c'est un acte agricole. Chaque acte agricole peut aller soit dans le sens de l'écologie, soit dans le sens de la destruction des écosystèmes. La semence, c'est la base de la chaîne alimentaire, en tout cas d'une chaîne alimentaire basée sur l'agriculture, donc sur les civilisations sédentaires.
Une graine reproductible, tout est dans le nom. La plante va produire des semences, soit dans le fruit, soit quand elle va monter à graines, comme une laitue, une amarante, un tabac, n'importe quoi. Et en fait, va produire des graines qu'on va pouvoir replanter d'année en année pour perpétuer la vie, en fait, tout simplement. C'est logique, on est d'accord. Et ben non, c'est pas tant logique que ça. En fait, c'est pas tant logique que ça parce que l'agriculture aujourd'hui est industrialisée. Le gros défaut, entre guillemets, des hybrides F1, qui est un défaut volontaire, c'est de pas pouvoir... Alors, il va se reproduire, mais il va pas se reproduire conformément à la première génération. Donc, si tu le replantes, il va dégénérer complètement. Et donc ça génère un marché captif. C'est-à-dire que les agriculteurs sont obligés chaque année de racheter un hybride F1 aux industriels pour pouvoir continuer à produire. Cette abondance en fait qui est offerte en permanence par la nature, l'agro-industrie l'a complètement verrouillée. Mais il ne faut pas que les graines se reproduisent gratuitement. Parce que la gratuité, la reproduction, l'abondance, c'est complètement hors de contrôle. Et l'industrie, son but, c'est de standardiser et de contrôler. Et du coup, un hybride F1, c'est une des méthodes de verrouillage de l'agro-industrie des ressources génétiques. En fait, le grand virage de l'agriculture, ça a été le moment où on a séparé la production de la reproduction. Et ça change tout. Absolument tout. La paysannerie, en fait, sur une ferme en polyculture élevage comme il pouvait y avoir il y a 200 ans ou il y a 150 ans, tout était géré sur la ferme. Donc les paysans géraient à la fois la production alimentaire pour leur communauté, pour leur famille, mais aussi pour les villes en émergence, etc. Mais gérer aussi leur reproduction. Donc ils sélectionnaient les ressources génétiques, encore une fois, que ce soit des ressources animales ou végétales, les plus résistantes, les plus productives, les plus gustatives, pour les ressemer l'année suivante. À partir du moment où tu fais ta reproduction, tu vas être obligé, en fait, pour sélectionner tes variétés, d'étudier de beaucoup plus près ce qui se passe autour de toi. En fait, quelle est la partie de la récolte qui va s'adapter le mieux à tes conditions climatiques, éventuellement à une petite surpopulation d'un type de ravageur local, etc., etc. En fait, tous ces questionnements de paysans, tu vas être obligé de les avoir si tu te mets à refaire de la production. Et quand tu te mets à avoir toutes ces réflexions autour de ton écosystème, assez naturellement, en fait, tu vas commencer à en prendre soin. Aujourd'hui, l'agro-industrie fait exactement l'inverse volontairement. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des variétés qui vont être affaiblies, qui vont avoir besoin en fait d'un package technologique pour pousser, pour justement pouvoir vendre plus de produits chimiques et pour pouvoir contrôler encore plus le marché. La semence reproductible, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'on va ramener de la résilience dans les jardins familiaux, chez les maraîchers, chez les agriculteurs. En disant, mais reproduisez votre semence. En fait, on réinsuffle à la fois de la ressource génétique qui pousse vers l'autonomie, mais du savoir aussi. C'est ce qu'on fait à Cocopelli, on propose un autre modèle, un autre paradigme, un autre rêve agricole qui est basé sur le respect des écosystèmes, des hommes, des femmes, de tout ce qui vit, en fait, tout simplement. Assez rapidement, dès le début de Cocopelli, l'idée a été d'expédier des semences un peu partout sur la planète, en tout cas dans les communautés rurales des pays défavorisés, entre guillemets, pour leur permettre d'acquérir en fait à nouveau une autonomie alimentaire, enfin une autonomie semencière et donc alimentaire, face à une destruction totale des systèmes vivriers en fait dans ces pays-là. En 2023, lors d'un voyage au Maroc, nous avons été témoins de l'impact positif de l'action Semences sans frontières. Sur notre route, nous avons rencontré Madani, un ancien nomade qui depuis une quinzaine d'années reverdit une oasis aux portes du désert.
Après s'être concentré sur la plantation d'arbres afin d'apporter ombre, fruits et vie au sol, aujourd'hui il souhaite devenir autonome en légumes et en semences. Grâce à Cocopelli, il a pu accéder à des semences reproductibles, ce qui est quasiment impossible dans son pays. La chance qu'on a dans les pays occidentaux, c'est d'avoir accès au savoir, en tout cas si on a envie de savoir, et si on a envie de creuser un sujet, on a les outils pour. On a les informations, on a l'éducation, entre guillemets. J'ai voyagé un peu partout pour Cocopelli, pour Semences sans frontières. Enfin là, on a des situations de détresse sanitaire, sociale et alimentaire qui sont complètement inconnues du public. Mais par contre, en fait, ce qu'on connaît pas vraiment, c'est les vraies conditions sociales, les vrais drames économiques, les suicides des agriculteurs. Ça, je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu en Inde. J'ai vu des enfants défigurés par les pesticides parce que un retour de vent et qu'ils savent pas lire ce qu'il y a sur les étiquettes, qui dosent n'importe comment, qui balancent les bidons dans le puits ou derrière ils font la vaisselle. J'en ai pleuré, honnêtement, j'en ai pleuré, parce que quand j'étais gamin. En sortie d'adolescence, en fait, j'ai pris des chocs. Là, c'était vraiment avant que je me mette à travailler à Cocopelli. Je faisais plus d'images que du travail pour Cocopelli, donc j'ai beaucoup filmé en fait dans ces communautés. Des trucs, mais c'est inimaginable. Enfin, tu vois, même là, ça me déclenche de l'émotion en fait de me rappeler ce que j'ai pu voir en Afrique particulièrement. Inimaginable. Du drame social. Et en fait, Semences sans frontières vient tenter d'équilibrer ça. Donc la genèse, pour essayer de résumer, elle est pas belle pour le coup, parce que c'est vraiment un constat dramatique, et notre réaction face à ça, c'est d'essayer de contrebalancer. J'ai rencontré quelqu'un qui a été soutenu par Semences sans frontières il y a 2 ans. On lui a donné un colis, il l'a amené dans un monastère, et 2 ans après, je crois qu'il m'a dit qu'il y avait 3 ou 4 monastères autonomes en semences à partir de notre colis Semences sans frontières. Et là, tu te dis, on a gagné, quoi. En fait, quand on a un témoignage comme ça, on se dit, là, on a gagné. On a vraiment gagné parce que là, le cercle vertueux, il est en place. Un voyage au Mexique que j'avais fait avec mon père, où on avait fait une distribution de graines sur un marché. Juste comme ça, pour voir en fait comment les gens percevaient ces dons de graines. Et c'était dingue. C'était dingue parce qu'en fait, on se rend pas compte, nous occidentaux, de la valeur d'une graine. De la valeur, la vraie valeur en fait de ce que peut être la graine dans des pays où il n'y a plus accès en fait à ces graines-là. Parce que vraiment, concrètement, ça a été complètement éradiqué du paysage rural et du paysage vivrier et agricole. Même nous, en fait, qui baignons là-dedans, on n'est pas conscient de la valeur d'une campagne comme Semences sans frontières. Parce que on amène vraiment des graines à des endroits où c'est impossible d'en trouver, où ça n'existe plus, vraiment plus. Je me rappelle d'un voyage qu'on avait fait dans les montagnes du Guatemala pour aller visiter une communauté rurale. Le type nous avait amené là-bas exprès. 4 ou 5 heures de marche, autant dire aucun accès. Et la ferme était envahie d'OGM. Des maïs de 4 mètres de haut qui faisaient pas un épi. Parce qu'ils avaient essayé de reproduire les graines ou je sais pas quoi, donc plus aucune ressource locale, etc. Et là, t'es à 4 heures de marche. L'agro-industrie a réussi en fait à aller jusque-là. Ils ne sont pas allés physiquement. C'est simplement que leurs graines ont tout contaminé, en fait, toute la vallée. Et qu'en quelques générations de maïs, ils ont tout perdu. Absolument tout perdu. Et du coup, nous, on arrive quelques années après et on ramène de la ressource génétique qui vient de chez eux, en plus. Semences sans frontières, c'est précieux, c'est vraiment précieux. On soutient littéralement quasi 200 projets chaque année. On est monté jusqu'à 400 projets soutenus par an. C'est sans prétention aucune, c'est vraiment des valeurs qu'on porte. Semences sans frontières, c'est le pilier de Cocopelli, c'est ce qui donne du sens vraiment, en tout cas à l'international, à Cocopelli.
J'ai eu des parents très très militants, donc évidemment, enfin, j'ai grandi, baigné, j'ai évolué dans la révolte, très clairement. J'ai évolué dans la révolte. Je pense qu'un bon 90% de mon ADN est constitué de révolte. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de léguer à mes enfants, comme mes parents l'ont fait pour moi au final? Ben ça, je ne saurais pas encore répondre à cette question. Est-ce que ça doit prendre la même forme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches qui sont possibles? C'est un travail en fait qui est quand même assez loin de ce que je m'imaginais faire il y a une quinzaine d'années, qui était plus justement sur la beauté en fait, sur la photo, sur la production. C'est pour ça que j'ai été photographe pendant pas mal d'années. J'étais photographe animalier en fait avant de faire du reportage. Là où j'étais bien, c'était allongé dans les champs aux États-Unis. J'étais pas mal aux États-Unis à courir après les libellules et les papillons, quoi. Donc aujourd'hui, j'en suis assez loin. Mais voilà, ce qui m'anime, c'est de me dire, bah oui, en effet, j'ai 2 enfants. Et ben pour eux, je pense qu'on se doit de rester optimiste. Et du coup, si on reste optimiste, et ben on continue ce combat, ouais. Honnêtement, mon quotidien est loin aujourd'hui de mes inspirations de cœur, qui sont beaucoup plus la production. C'est pour ça que, à côté de mon rôle dans Cocopelli, j'ai aussi une ferme de production que j'ai montée, qui est indépendante de Cocopelli, donc qui fournit aussi des graines à Cocopelli, mais qui fait aussi du maraîchage, du jus de pomme, des plantes médicinales, etc. J'ai créé ça de manière un peu déraisonnable en termes de charge de travail, dans un élan d'instinct de survie intérieure. J'ai dû m'affirmer en fait quand même pendant un certain nombre d'années et tenir ce rôle vraiment fermement de président, directeur de Cocopelli. Parce que quand tu tiens un rôle comme ça, qu'il y a une 40aine de personnes à travailler tous les jours, bah, t'es obligé d'avoir un masque quand même et un rôle à tenir. Là, je suis en train de le poser et je me dis, ça libère tout un tas de choses, alors déjà interne, mais aussi autour de moi. Ça vient me chercher profondément sur comment je dois être en fait en tant qu'individu. Est-ce que ce côté confrontant tout le temps dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, est-ce que mon positionnement individuel en tant que militant pour la protection de la biodiversité, est-ce qu'il est vraiment aligné? Est-ce qu'il est vraiment juste? Est-ce que justement ce serait pas le moment d'aller chercher à l'intérieur un peu ce qui résonne? À mon avis, j'ai des limites et des freins comme à peu près tout le monde. La question que j'ai, c'est pas est-ce que j'atteins mes limites, c'est plutôt justement c'est quoi mes limites. À partir de quel moment je commence à plus me respecter en fait en tant qu'individu. Ce qui pour moi est sûr, c'est que la seule chose qu'on peut réellement changer, c'est soi-même. Je rejoins notre bon ami Pierre Rabhi sur ce sujet de se changer soi-même. C'est clairement la seule chose très concrète qu'on peut faire là à court ou à moyen terme, parce que changer son comportement, changer sa manière de réfléchir, changer son ouverture en fait sur le monde et sur les gens, sur la nature, sur ce qu'il y a autour, tout ça c'est à portée de main. On a juste à se remuer un peu intérieurement et à dire en fait le monde je vais le voir d'une autre manière. En voyageant en Amérique latine, j'ai pas mal... c'est un peu mystique, mais en ayant côtoyé quelques chamans, entre guillemets, et fait quelques initiations, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la manière dont on voit les choses. Ça a été une prise de conscience pour moi, de me dire, mais en fait, dans les milieux dans lesquels j'ai grandi, on a du mal à voir. On regarde, mais on voit pas vraiment. Et je pense que s'il y a quelque chose d'autre à planter, justement, que des graines potagères, c'est de la conscience et de la vision. Réapprendre à regarder vraiment, à regarder ce qui se passe dans la nature, ce qui se passe autour. Surtout aujourd'hui avec les smartphones, avec les écrans, en fait, on a une vision qui est quand même pas mal aplatie, quoi. Au final, on a peu de champ de profondeur de vision et du coup peu de profondeur de compréhension. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut semer dans les esprits. Je
suis un peu musicien à côté et si tu veux, c'est vraiment cet accord, ta corde de guitare, quoi, tu vois, et d'un coup ça va sonner juste et on voit que tout est différent en fait quand t'es sur la bonne note. Et c'est vrai qu'on peut rester dans des jobs un peu désalignés avec ce qu'on est pendant des années en fait, puis des fois pendant une vie malheureusement. Alors que quand on se réaligne, d'un coup, y a des petits arcs-en-ciel partout, quoi, parce que d'un coup ça sonne juste. Bon, ce qui m'anime, c'est d'essayer d'accorder ma corde de guitare. Mes valeurs, elles évoluent au fil du temps, de mes expériences, de comment le monde évolue. Et je pense que s'il y a 10 ans, j'avais des valeurs écologiques très fortes, aujourd'hui j'ai évidemment encore des valeurs écologiques, mais aujourd'hui mes valeurs, je pense qu'elles vont être de plus en plus humaines, elles vont être de plus en plus sociales. L'approche qui m'anime un peu plus aujourd'hui, c'est une approche d'accompagnement et pas de confrontation. C'est justement accompagner des plus petites entreprises, soit agricoles, soit en fait qui sont en tout cas dans les valeurs idéologiques qui résonnent en moi. Ça, j'adore ça. Accompagner en fait des chefs d'entreprise ou des leaders ou des présidents d'asso dans leur alignement justement par rapport à tout ça. Ici, localement, autour de ma ferme, il y a des agriculteurs qui travaillent de manière les plus conventionnelle possible, avec du glyphosate, avec des vaches qui voient jamais le jour, etc. Et jamais, mais jamais, je suis allé voir ces gens en leur disant « mais vous faites n'importe quoi sur votre ferme ». Au contraire. En fait, je travaille avec eux, on s'échange les outils agricoles, etc. On crée un lien de confiance. Et petit à petit, quand il y a des choses où j'ai l'impression que là, j'ai une entrée de communication, je vais pouvoir dire dans cette situation, peut-être qu'il y a moyen de faire autrement, etc. Ça, en tout cas, il y a des relations d'accompagnement et de confiance qui se font. Et puis, honnêtement, j'ai pas la science infuse. Je suis pas fils d'agriculteur vraiment, en fait, comme on peut l'entendre. En fait, le monde écologiste, et Cocopelli en fait partie aussi, on a donné beaucoup de leçons pendant 30 ans. Est-ce que ces leçons ont vraiment porté leurs fruits ? Honnêtement, je suis pas sûr. On peut donner des conseils, on peut donner des visions, en fait, d'une agriculture différente, mais pas des leçons. Dans un milieu rural, agriculteurs bio, éleveurs, arboriculteurs, etc., ce qu'il faut, selon moi, c'est vraiment recréer de la solidarité, quelles que soient les méthodes de culture. Et c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, c'est d'essayer, et c'est un exercice, et d'essayer de juger le moins possible, en fait, quelles que soient les pratiques. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer là tout de suite de l'agriculture industrielle telle qu'on la connaît. Sans les agriculteurs, il n'y a pas d'alimentation. En étant moi-même agriculteur, tu deviens humble assez vite, parce que des échecs, je t'assure qu'on en essuie un gros paquet, quoi. Et du coup, des fois, il faut mettre un coup de tracteur, en fait, à un endroit où tu aurais voulu ne pas le mettre, mais même si on va vers des pratiques qui sont toujours plus respectueuses des sols, qu'on essaye de reconstituer, de faire vivre, etc. J'ai pu, il y a 10 ans, porter beaucoup de jugements sur le monde agricole. Aujourd'hui, je ne porte plus aucun jugement sur le monde agricole, quelles que soient les pratiques et quelle que soit la taille du tracteur. Parce que, honnêtement, il faut accompagner dans la bonne direction. C'est un chemin qui est long, quoi, qui est hyper beau, qui est hyper positif. Et quand on a des victoires agroécologiques sur la ferme, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais c'est des tout petits pas, en fait, qui avancent assez lentement, et voilà. Pour moi, l'idéal du monde de demain, c'est un monde où justement on a l'espace intérieur et extérieur de penser à demain. Aujourd'hui, j'estime pas, en tout cas individuellement, avoir cet espace-là. Moi, ce que je veux, c'est de faire aujourd'hui un monde meilleur, améliorer à mon échelle et à l'échelle
En tout cas, là où je peux avoir de l'impact, là où je peux améliorer en fait aujourd'hui des petites actions du quotidien, au niveau de ma ferme, au niveau des entreprises, au niveau de tout ça, en fait, pour faire que demain on ira dans le bon sens. Et c'est sûr qu'il faut recultiver ces plaisirs simples et cette simplicité de vie. Encore une fois, sans parler de retour en arrière, sans parler de revenir à l'âge de pierre, c'est pas le projet. Moi, en tout cas, c'est pas mon projet. Mais ouais, il y a plein de petites choses simples en fait qu'on oublie dans le quotidien de la vie, dans cette course-là effrénée en permanence. Moi, ce qui m'anime, je crois que c'est ça, c'est semer à la fois dans les champs et semer dans les esprits. À la fois de la conscience, un peu de révolution, parce qu'on peut pas s'empêcher, et ouvrir les yeux en fait aux gens sans prétention. Encore une fois, je m'estime pas avoir les yeux beaucoup plus ouverts que n'importe qui. Mais par contre, en tout cas, c'est un exercice que je fais à titre individuel, de même une situation en fait conflictuelle ou gênante. Je me dis, est-ce que tu la vois vraiment ? Est-ce que juste tu es en train de regarder ou est-ce que tu es en train de voir vraiment ? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut ressemer en tout cas dans l'esprit de nos plus jeunes, d'apprendre à voir les choses. Merci beaucoup d'avoir regardé notre film. À travers ces histoires inspirantes et pleines d'humanité, nous souhaitons témoigner d'un monde positif. Et pour produire et diffuser nos films de manière indépendante et préserver un message authentique, nous avons décidé de le faire par le biais du soutien communautaire. Suite à ce film sur Cocopelli, nous serons heureux de reverser 15% de vos donations à l'action Semences sans frontières. Vous pouvez y contribuer via les liens en description. Un très très grand merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup.